Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous expliquer la raison principale pour laquelle je rate parfois des photos. C'est parti. Il y a quelques temps, j'ai acheté un bouquin qui est édité par Nat Sakura. Donc c'est une photographe qui fait principalement du shooting de mode et de style. Et elle a édité un bouquin vraiment exceptionnel de plus de 400 pages dans lequel il y a une foule d'informations et aussi pas mal d'informations techniques, mais aussi d'informations de type simplement comprendre ce qu'est la photographie. Et un de ces points-là, qui est une simple phrase écrite quelque part, a vraiment fait un déclic chez moi. Cette phrase dit simplement que ce que l'on photographie, ce n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on veut voir. Et à partir de là, j'ai commencé à analyser certaines de mes photos et j'ai compris pourquoi celles-ci ne fonctionnaient pas. Et donc ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est pourquoi je pense que certaines de mes photos sont particulièrement mauvaises, non pas forcément d'un point de vue technique, mais simplement d'un point de vue photo en elle-même, alors que j'aime beaucoup d'autres et qui pour moi ont du sens, simplement parce que j'ai fait des choix à un moment donné. Et on va voir ça maintenant sur l'écran. Donc nous voici dans Lightroom. Alors j'ai une série de photos que j'ai choisies, dont celle-ci. Déjà pour vous montrer une petite astuce tant qu'à faire, parce que comme vous l'avez remarqué, je suis passé à Capture One et donc je parlerai un petit peu moins souvent de Lightroom, mais ça n'empêche qu'à gauche à droite, je vous montrerai encore des petits trucs. Donc par exemple ici, dans l'interface, il y a deux choses que l'on peut faire si on veut vraiment analyser une photo et ne pas être distrait avec le reste. La première chose, c'est de cacher les panneaux latéraux avec la touche Tab. Quand j'emploie la tabulation, vous voyez que ça cache les panneaux latéraux. Quand je rappuie dessus, ça les remonte. Je peux même diminuer ici le panneau pour gagner de la place. Ce que je peux faire aussi, c'est demander à Lightroom d'afficher simplement un affichage plus sombre. Et là, vous avez la touche L comme Lucien, qui vous permet à ce moment-là de passer en mode Lightbox et donc simplement d'avoir la photo. Une fois, le fond est assombri. Une deuxième fois, le fond est totalement noir. Et là, maintenant, on n'a plus que la photo. Et c'est d'ailleurs ce mode-là que je vais employer pour analyser cette photo. Donc pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est une photo que j'ai prise il y a maintenant quelques semaines près de mon boulot, enfin simplement de la fenêtre de mon boulot. Il y avait un ciel magnifique dehors, j'ai essayé de le capturer et globalement cette photo est totalement ratée. Alors elle n'est pas forcément ratée d'un point de vue technique. Ici le ciel est bien exposé, les couleurs ressemblent très fort à ce que j'avais dans la réalité. J'ai même encore du détail dans les ombres, hein. Regardez, si je zoome ici, vous voyez que ce n'est pas bouché, j'ai des ombres dans les tuiles aussi, j'ai de la lumière un petit peu partout. Donc globalement en fait, d'un point de vue exposition, d'un point de vue colorimétrie, cette photo tient la route. Mais par contre, je trouve que cette photo est ratée. Alors pourquoi je trouve qu'elle est ratée? Simplement parce que je n'ai pas réussi à retranscrire ce que j'avais envie de montrer finalement. Et la raison principale à ça, et c'est ce que j'ai compris grâce à cette petite phrase dans ce bouquin, c'est qu'en fait j'ai essayé de reproduire ce que je voyais plutôt que ce que j'avais envie de montrer ou ce que j'avais envie de voir. Ici j'ai simplement essayé de capturer la scène la plus large possible, avec le ciel etc. dedans, et je ne me suis pas focalisé sur ce qui avait attiré mon attention. Et donc je n'ai pas compris la scène que j'avais devant moi, et donc je n'ai pas réussi à la restituer. Ici, ce que j'aurais pu faire, c'est à ce moment-là simplement essayer par exemple de jouer sur des géométries, essayer de prendre un détail du ciel, peut-être simplement même rien que le ciel, les nuages, ou éventuellement un bord de toiture avec une cheminée, ou jouer par exemple ici sur le grillage. J'aurais pu faire plein d'autres choses, mais je ne l'ai pas fait parce qu'au moment même, la seule chose qui m'importait, c'était de prendre la photo. Je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais montrer, et donc cette photo, même si techniquement elle tient la route, pour moi elle est ratée. Alors je la garde simplement parce qu'elle a un petit côté intéressant pour moi, ça me permet d'avoir un rappel de ce que je n'ai pas fait, mais ça n'empêche que ce n'est pas une photo que je considère comme réussie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir une photo? La première chose, c'est de savoir ce que l'on veut montrer. Et là, je vais vous montrer une série d'exemples. Après, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, de nouveau, ça, je vous en laisse seul juge. Mais une série de photos pour lesquelles je pense avoir réussi ce que je voulais faire, c'est-à-dire montrer ce que je voulais montrer et pas simplement ce qui était dans la scène. Alors, pour la première photo ici, c'est une photo que j'ai prise en 2016 dans mon projet 366, parce que contrairement à ce que certains disent, ça peut servir, ça dépend à qui forcément. Ici, c'est simplement une bouteille de vin que j'avais décidé de mettre en évidence, et donc pour ça, j'ai employé une tablette derrière avec des lignes rouges qui étaient indiquées en pose longue, et je suis passé avec la tablette simplement derrière la bouteille pour faire cet effet en light painting derrière. Du coup, là clairement, je n'ai pas photographié ce que je voyais parce que dans le noir, on ne voit rien, je ne voyais pas la bouteille et j'ai même dû en fait un petit peu entre guillemets anticiper le fonctionnement de la photo simplement parce que je devais imaginer comment ces lignes allaient apparaître. Et donc, ce qui fait que cette photo pour moi me plaît beaucoup, c'est parce que j'ai réussi à imaginer quelque chose et à le reproduire. Ici, c'est en apportant de la lumière à l'arrière-plan. Alors dans cette deuxième photo, là forcément ce n'est plus du tout la réalité.
et ça c'est un élément qui est très important aussi, je pense, à bien comprendre quand on fait de la photo, c'est que on ne doit pas essayer de chercher spécifiquement à faire une photo qui est réaliste. C'est presque de la fiction, c'est comme un film, on va essayer de montrer quelque chose, on va essayer d'exprimer quelque chose, et donc forcément ce qui va être à l'image ne sera pas forcément la réalité. Dans ce cas-ci, c'est une photo que j'ai prise avec un déclencheur haute vitesse qui permet de réagir quand on fait un bruit par exemple, et donc là j'avais de la farine dans les mains, je tapais dans mes mains pour faire exploser un petit peu la farine, le flash tape à ce moment-là, et donc on a la farine qui est figée en l'air, et en plus de ça, la farine est venue à ce moment-là se mettre vraiment devant mon visage, et donc on a presque l'impression que je me décompose et que je pars en morceaux avec simplement cette farine. Et donc là clairement, de nouveau, c'est un exemple du fait que la photo n'est pas la réalité. Alors ici, c'est deux photos pour lesquelles ce sont des choses qui ont vraiment été composées à la prise de vue. Donc forcément, il s'agit ici, à ce moment-là, assembler les éléments qui vont créer la scène qui n'existe pas à la base. Donc là, c'est normal aussi de penser que c'est de la fiction. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, si je prends cette photo que j'ai réalisée à la galerie Ravenstein à Bruxelles, ici, même si la galerie existe vraiment, même si c'est une scène qui s'est vraiment passée, cette photo ne représente pas la réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'énormes déformations devant. En fait, c'est une galerie qui est très longitudinale, avec énormément de lignes directrices dedans, et donc ici, j'ai simplement fait le choix d'employer un ultra grand angle, donc je l'ai pris au 14 mm sur plein format, de manière à exagérer au maximum les perspectives. Et en plus de ça, cette photo, je l'ai redressée en post-traitement, ce qui veut dire que de toute façon, à l'œil nu, on ne peut pas voir cette perspective-là. D'ailleurs, vous voyez ici, par exemple, le luminaire, il a un petit peu une drôle de tronche, il a l'air incliné. En même temps, tout le reste ici aussi a l'air extrêmement allongé. Alors cette galerie, elle est longue, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que quand on est dedans, on ne voit pas le fond aussi loin. J'ai décidé d'exagérer les perspectives en choisissant une focale large, donc un 14 mm dans ce cas-là, et donc j'ai volontairement choisi de ne pas représenter la réalité, de déformer la réalité pour la montrer comme moi je voulais qu'elle soit. Ça de nouveau aussi c'est un élément important, c'est que du coup le fait par exemple de choisir une focale va éventuellement définir si votre photo va plus ou moins être réussie ou plus ou moins être ratée, parce que vous allez devoir choisir le bon objectif, la bonne focale pour donner le bon résultat. Dans ce cas-ci, le grand angle permettait d'exagérer les perspectives. Alors ici aussi, c'est une photo qui ne représente pas du tout la réalité. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, il n'y a pas de couleurs qui ont été rajoutées, etc. dans Photoshop. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet-là. Il s'agit en fait simplement ici d'un jeu sur les lumières polarisées. Donc ici c'est un casque de moto qui est posé en fait sur un écran d'ordinateur qui lui était mis au sol. La lumière d'un écran d'ordinateur est polarisée et donc quand on met un filtre polarisant en face et qu'on le règle correctement, on arrive à bloquer la lumière. Donc en fait normalement à l'œil nu ce que je voyais, tout ce qui était noir là était parfaitement blanc, c'était l'écran blanc qui était affiché. Et donc ce qui se passe dans cette photo c'est que la lumière qui passe à travers la visière est légèrement déviée et ne se propage plus exactement de la même façon dans le matériau et donc permet de voir apparaître des couleurs. Donc ici en fait de nouveau ce n'est pas la réalité que j'ai montrée, puisque la réalité c'était simplement un casque posé sur un écran de PC qui était totalement blanc puisqu'il était allumé à pleine puissance, et c'est juste ici l'utilisation d'un filtre polarisant qui m'a permis de presque sélectionner ce que je voulais comme lumière. Donc de nouveau ici, je n'ai pas fait une photo de ce que je voyais, mais de ce que j'avais envie de montrer. Dans ce cas-ci, c'est l'effet de la lumière qui passe à travers cette visière, alors que c'est une lumière polarisée et que j'avais un filtre polarisant sur mon objectif. Autre exemple est plus commun ici, notamment quand on fait de la photo d'architecture ou la photo, peu importe, en ville par exemple. On peut décider de montrer un immeuble dans son entièreté, et souvent ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que c'est assez banal comme point de vue. Une manière simple d'aller éventuellement aller chercher une photo qui est un petit peu plus intéressante, c'est d'aller chercher un détail et une composition intéressante. Donc ici c'est un bâtiment qui était relativement haut, je suis quasiment au pied du bâtiment. Ce que vous voyez en fait les deux côtés ici, c'est les deux arêtes de la toiture qui se rejoignent à 90 degrés. Moi ce que j'ai fait ici, c'est simplement composer pour que on voit en fait cette photo qui apparaisse en 4 morceaux, avec simplement une symétrie au niveau de la découpe et avoir ces 4 zones bien définies. J'ai choisi de cadrer serré, j'ai utilisé notamment une longue focale ici pour le faire. Je pense que j'étais au-delà de 100 mm de mémoire. J'ai employé une longue focale pour éviter les exagérations de perspective. J'ai décidé de aussi me concentrer sur un détail, j'ai fait attention à ma position, et donc plutôt que de montrer le bâtiment dans son ensemble, j'ai décidé de montrer un détail qui devient presque abstrait dans ce cas-ci, mais ça n'empêche que ça reste une photo du bâtiment, et donc je pense que cette photo marche beaucoup mieux que si j'avais simplement fait une photo banale du bâtiment en lui-même.
Autre exemple, et là vous allez sûrement vous demander pourquoi je vous mets une photo d'un panda dans la série. Cette photo, il faut savoir que je l'ai prise dans un parc animalier en Belgique, à Pairi-des-Arts pour être précis. Et du coup on pourrait se dire, mais en quoi cette photo ne représente pas la réalité? En fait, cette photo, je l'ai prise derrière un grillage, et donc la manière dont j'ai pris la photo fait perdre un petit peu cette notion de l'animal qui est dans un enclos. Alors on va pas débattre ici de pourquoi, comment, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, etc. Ceci dit, quand je vais en visite dans un parc animalier, j'en profite pour faire des photos bien sûr, et dans ce cas-là, j'ai pas envie de montrer le grillage, j'ai pas envie de montrer le côté finalement triste de cet environnement. Je préfère montrer l'animal tel qu'il est et le mettre en valeur. Donc dans ce cas-ci, le panda est en fait assez loin derrière un grillage, et ce que j'ai fait pour en fait masquer ce grillage, c'est simplement avec un téléobjectif. Donc là j'étais à 400 mm, à 400 mm à f5.6 de mémoire, j'ai vraiment collé la lentille contre le grillage. Et donc en faisant la mise au point sur le panda qui lui était très loin, le grillage qui est juste devant l'objectif est totalement flou, tellement flou qu'il n'apparaît pas. En fait, on peut légèrement le deviner. Si vous regardez le flou d'arrière-plan ici, on peut distinguer des espèces de traînées verticales et horizontales. Et ça, c'est l'effet de la lumière qui passe à travers le grillage. Ça donne une forme particulière au niveau du bokeh qui permet de comprendre que l'on l'a fait à travers un grillage. Mais vous voyez qu'ici, de nouveau, j'ai fait un choix, c'est de photographier l'animal en faisant abstraction de son environnement, c'est-à-dire essayer de cadrer le plus serré possible sur lui, et aussi faire en sorte que ce grillage disparaisse pour ne pas le montrer. Alors si j'avais fait une photo banale en prenant simplement de loin avec le grillage, on aurait vu le grillage et on aurait vu tous les gens qui étaient autour, on aurait vu toutes les installations qui sont faites pour l'animal aussi. C'était vraiment pas le but ici, donc de nouveau, la photo pour moi marche beaucoup mieux comme ça, simplement parce que j'ai décidé de ce que je voulais montrer, j'ai fait un choix par rapport à la réalité, je n'ai pas essayé de représenter la scène telle qu'elle est, j'ai représenté la scène telle que je voulais la voir. Alors un autre cas assez évident, quand on va chercher dans le détail, dans la photo abstraite, ici simplement c'est une grille qui est fixée sur un mur, et cette photo je pense l'avoir déjà utilisée comme référence dans une autre vidéo, mais de nouveau, si j'avais pris la photo complète, qu'est-ce qu'on aurait vu? Un mur avec une grille dessus. Ici, simplement, le fait d'aller serrer un endroit, de jouer sur la rotation de mon appareil pour cadrer, le fait de jouer avec les textures et le fait d'aller essayer de cadrer ça correctement, fait qu'on ressort quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant que simplement la photo d'un mur. Alors déjà, ça permet de faire une photo sur base de quelque chose que l'on rencontre tous les jours autour de soi, mais en plus, ici, de nouveau, j'ai représenté quelque chose que je voulais voir, quelque chose qui a attiré mon attention, et c'est au moment où j'ai compris ce que je voyais, ce que j'avais envie de voir plutôt, que j'ai réussi à le composer. Au départ, forcément, de loin, on ne fait vraiment pas attention, mais c'est parfois en allant chercher un petit détail, en essayant de, comment dire, d'essayer de comprendre ce qu'on a vraiment envie de voir, et donc de comprendre ce qui a attiré notre attention, que l'on va arriver à faire une photo intéressante. Autre exemple assez évident, il y a quelque temps, il y avait une espèce de compétition sportive qui était organisée à Bruxelles, où il y avait notamment des sauteurs à la perche qui étaient occupés à sauter à la perche, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'était un bon exercice de m'exercer à la photo de sport. En fait, la photo de sport en tant que telle, en tant que reportage, m'intéresse pas du tout. Mais là, j'ai vu un moment qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est au moment où les sauteurs, en fait, lâchent leur perche. Ce que vous voyez là, en fait, c'est le gars, au moment où il a sauté, il a lâché sa perche est retombée, et lui, il était en train de retomber sur le tapis qui se trouvait donc en bas à gauche. Le truc, c'est que cette photo prise de cette manière-là, on a presque l'impression qu'il est en train de courir et qu'il va passer la ligne d'arrivée d'une course normale, alors qu'il est même pas au sol. Et voilà de nouveau un élément que je trouve intéressant ici, c'est que cette idée m'est venue simplement parce qu'à un moment, en regardant le sauteur, je fais tiens, il y a quelque chose d'intéressant là, il n'a plus sa perche, il n'est plus dans son contexte, et j'ai de nouveau donc ici fait le choix de ne pas montrer la réalité, parce que de nouveau j'aurais pu cadrer plus large, j'aurais pu déclencher au moment où il avait encore la perche en main, plein d'autres choses comme ça. Ici non, j'ai fait le choix simplement de le faire à un moment qui était pas habituel, c'est-à-dire au moment où on ne comprend pas qu'il est en train de faire sur la perche, et également de cadrer de manière à ce qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a en dessous, parce que forcément en dessous il y avait une foule, il y avait les autres sauteurs qui étaient là, toutes les installations. Donc simplement ici d'avoir choisi un cadrage et le fait de le faire au bon moment fait que finalement j'ai montré quelque chose qui n'est pas fidèle à la réalité, c'est quelque chose qui s'est produit, mais c'est pas ce qui nous permet de comprendre la scène.
Donc je pense que vous l'aurez compris, mon message ici est que généralement quand moi je rate une photo, c'est souvent pas un problème technique, parce que finalement la technique ça s'apprend et ça s'acquiert très vite, mais c'est plutôt un problème de savoir ce que je veux photographier. Et le fait de vouloir photographier ce que l'on voit est généralement pour moi la plus grosse erreur. C'est-à-dire que on doit ne pas oublier que nous sommes des êtres humains et que l'on voit en fait le monde à travers notre imagination, à travers notre sensibilité et à travers notre éducation aussi, et que du coup tout ça en fait a un impact sur le ressenti qu'on en a d'une scène. Et si on arrive à ce moment-là à mettre cet élément en évidence, de comprendre ce qui a attiré notre attention dans la scène, on va pouvoir sans doute faire une bien meilleure photo. Alors je dis pas que ce sera la photo du siècle, mais en tout cas comprendre l'élément qui a attiré notre attention dans une photo va souvent nous permettre de faire une photo meilleure, c'est-à-dire de nous concentrer dessus et de voir comment mettre ça en évidence. Comme je vous l'ai montré, la première photo, j'ai pas réfléchi, j'ai simplement pris une photo quelconque, techniquement elle est correcte, mais en fait le reste, il n'y a aucun intérêt dans cette photo. Les autres par contre, ce sont des photos où j'avais à ce moment-là bien identifié ce qui m'intéressait, bien identifié l'élément qui me plaisait dans la photo, et donc je n'ai pas essayé de reproduire ce que je voyais réellement, mais plutôt ce que j'imaginais et ce que je ressentais au moment où je le voyais. Et donc je rejoins totalement l'avis de Nat Sakura dans son bouquin, c'est que la photographie c'est surtout voir ce que l'on a envie de voir et pas réellement ce qu'on voit. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique, il y a le groupe Facebook Déclic Numérique, il y a le compte Twitter de Déclic Numérique et ainsi que mon compte Instagram. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.